Donc, bonsoir Élise Carlin, bienvenue au Cercle de généalogie juive, CGJ, que je vous invite tous à rejoindre. Si vous ne le connaissez pas encore, j'écrirai tout à l'heure sur le chat l'adresse de notre site. Bonsoir. Mm. Vous avez publié ce livre, hein, Ils ont surgi de la nuit, comment rendre aux familles des déportés des objets confisqués il y a 80 ans par les nazis. Vous n'êtes pas historienne de métier, vous êtes journaliste. Vous pouvez écouter votre podcast, par exemple, sur France Culture, sur des podcasts de l'actualité. Et ce que vous nous proposez ici, c'est une enquête, comme vous savez les faire, parce que c'est votre métier. C'est aussi un travail mémoriel, historique et aussi personnel. Vous avez choisi de donner à cette conférence la forme d'un entretien que j'accepte bien volontiers parce que c'est beaucoup plus vivant. Oui. Donc, j'aimerais peut-être commencer par une question toute simple. Euh, Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Parce qu'on sait que vous avez écrit donc sur la famille Sarkozy, hein, si je me semble-t-il, J'ai écrit aussi sur François Hollande. En fait, j'ai fait des livres et sur- politiques puisque j'ai voilà, été journaliste voilà, politique. et j'allais dire sur François Hollande, donc l'un et l'autre, comme ça personne ne vous en voudra, Voilà. et, Ou alors tout le monde et m'en voudra. tout le monde, oui. Mais ce livre, lui, est très différent. Alors, comment l'idée vous est venue? Au départ, c'est un article que j'ai fait pour l'Express à la suite d'un rendez-vous entre mon père et son médecin. Et il est sorti de chez son médecin, il m'a téléphoné et il m'a raconté une histoire qui était absolument incroyable, qui était dans le cabinet du médecin, soudain est arrivé un paquet. Et dans ce paquet, il y avait deux broches qui avaient appartenu à la mère de ce médecin, qui s'appelle Jacques Vagenapel. Et ces broches lui étaient renvoyées par un organisme allemand. Elles avaient été confisquées à sa mère au moment de sa déportation quand elle avait été incarcérée dans un camp de travail. En fait, elle avait caché qu'elle était juive, donc elle était dans un camp de travail. Et elle avait donné ces deux broches qui revenaient donc 70 ans après, alors qu'elle était décédée depuis longtemps, envoyées par l'Allemagne. Et au début, c'était tellement surréaliste qu'on s'est dit, c'est une histoire de fou. Et du coup, j'ai eu envie de voir ce que c'était que cet organisme allemand parce que après avoir cru à une blague, on avait quand même les deux broches qui étaient là physiquement. On avait deux vieux bijoux qui avaient 70 ans et qui revenaient à pas à leur destinataire, mais en tout cas au fils de leur propriétaire. Et c'est comme ça que je suis arrivée aux archives à Rolsen. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de faire un papier pour l'Express qui m'a laissé partir en Allemagne. J'ai raconté un peu comment ce centre, qui existe depuis la fin de la guerre, à la fois servi à retrouver la trace de personnes disparues et aujourd'hui continue son travail de mémoire et de restitution des objets confisqués aux déportés. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais justement, vous venez de parler d'Arolsen. Donc, ça s'appelle Arolsen. Ça s'appelle Je Harolsen crois. depuis 2016, oui. Ouais, oui, non, je crois depuis, c'est pas Un peu 2019. plus tard, Vous avez oui, un peu écrit plus tard, pardon. 2019. Au départ, alors ça a été créé, c'était le centre, le bureau des recherches. Et ensuite, c'est devenu l'International Tracing Service, service de recherche international. Et ça existe donc depuis 1945. J'étais assez stupéfaite de ne pas connaître du tout ce centre sous son canon. D'ailleurs, je ne connaissais pas les archives à Olsen, mais je ne connaissais pas plus le service international de recherche. Je me suis rendu compte que cet organisme existait donc depuis 1945 et qu'il était quasiment inconnu en France, en tout cas sauf par les initiés et les historiens évidemment, mais par le grand public, personne ne savait de quoi je parlais quand j'évoquais les archives à Olsen. Justement, parce que bon, nous en avons entendu parler comme généalogistes, mais peut-être pas tous, hein, pas tous ici, ou pas tous ceux qui nous réécouteront. Est-ce que vous pourriez dire un peu plus ce que c'est et nous parler aussi du site en ligne? Alors, le site en ligne est très, très bien fait. Toutes les archives quasiment aujourd'hui sont numérisées, à l'exception des documents qui sont
comment dire, par exemple, tout ce qui concerne les expériences ne sont pas en ligne parce que ça nécessite un minimum d'accompagnement au moment où vous découvrez ça. Mais la plupart des objets, des archives, tout est quasiment accessible en ligne. Il faut parler allemand, mais vous pouvez aussi accéder à ces archives ou vous faire aider. Des gens sur place sont vraiment, tout est fait pour vous faciliter le travail de recherche. Le site n'est pas forcément très très simple, notamment à cause de l'allemand, mais encore une fois, quand on tape, le problème, c'est plutôt un problème de nom, parce qu'il existe tellement d'orthographes pour certains noms de famille qu'on peut ne pas réussir avant de rentrer 5, 6, parfois 7 orthographes. Et là, à ce moment-là, on tombe sur le bon document. D'où la nécessité souvent de se faire aider. Mais c'est un site qui met tout en ligne et qui raconte un peu l'histoire de ces archives qui sont donc qui apparaissent en 1945 au moment de la libération des camps. Ce sont d'anciens déportés, des gens qui sortent de camps de concentration, des survivants qui décident de mettre en commun tous leurs souvenirs, tout ce qu'ils ont réussi à sauver, et pour aider les familles de disparus à retrouver, enfin à trouver des traces de leurs disparus. Petit à petit, ces archives des documents arrivent de la part des Alliés au fur et à mesure des libérations de camps. Tout ce qui n'a pas été brûlé par les nazis sont apportés euh, à ce comité, enfin, qui petit à petit s'étoffe et ça devient un centre où vont s'amasser tout ce qui concerne les persécutions des nazis, à la fois sur les Allemands, sur les populations qui ont été déportées, sur les Juifs, sur les Tziganes, sur tout le monde. Et ça va devenir le plus grand centre international de traces de persécution sur tout ce qui a été fait par les nazis va se retrouver petit à petit ici, que ça concerne des listes de transport, que ça concerne des fiches nominatives d'entrée dans les camps, tout est archivé là, avec au départ un vrai travail de recherche de la part des gens qui appartiennent à ce bureau, qui se déplacent dans toute l'Allemagne pour essayer de récupérer des noms dans les endroits où il y a eu du travail forcé, dans les endroits où il y a eu euh, un peu partout, en fait, en Allemagne, il y a des questionnaires qui sont envoyés aux déportés pour avoir des renseignements sur leurs conditions de travail, des renseignements sur leurs conditions de vie. Bref, petit à petit, ça devient un centre d'archives absolument inouï. Un gros machin. Et justement, là, vous voyez, je prévoyais certaines questions, mais il y a d'autres me viennent ici. Vous avez dit à l'instant que c'est lorsque vous alliez chez le docteur, votre père était suivi par le docteur Wagenappel, n'est-ce pas? Oui. Bien déjà, l'une des personnes qui vous écoute m'écrit que son grand-père allait chez ce même médecin et qu'il était de sa propre famille. Alors, Donc, je oui, pense que ce n'était pas le docteur Wagenappel, ça devait être son père qui a été médecin de famille, effectivement, pendant des années dans le Marais, et son fils lui a succédé. voilà. Donc, je pense que là, vous voyez, une intervention, c'est toujours très riche puisque ça peut nous permettre de rebondir, d'aller plus loin et de créer de nouvelles pistes. Mais Jacques Wagenappel s'occupe encore enfin, il s'est occupé, il y en a moins, mais il s'est occupé longtemps d'anciens déportés. Là, je vous remercie. Et donc, vous êtes allé à Rolsen. Et euh, qu'est-ce que vous y avez, qu'est-ce que vous y avez trouvé? Je suis allée à Rolsen parce que je voulais regarder comment se présentaient ces objets euh, qui étaient en phase de restitution. Alors, au départ, la Croix-Rouge a rendu certains objets tout de suite à des familles de déportés, voire Hmm. à des déportés survivants eux-mêmes. Euh, Au bout d'un moment, en 1963, ils ont considéré qu'ils n'avaient plus, ils ne pouvaient pas garder tous ces objets, et c'est à ce moment-là qu'ils ont été confiés au service international de recherche, charge à eux de continuer les recherches. Et puis il y a eu, ce service a été dirigé à un moment donné par un directeur qui a arrêté quasiment aussi simplement que ça les restitutions en considérant que ce n'était pas son travail et il est resté des enveloppes dans des grands tiroirs. Et je voulais absolument voir ça. Je me demandais ce que pouvait, enfin, comment ça se présentait physiquement.
tous ces objets qui ont donc été confisqués au moment où les déportés sont arrivés dans les camps. Il faut savoir que ça concerne très peu de juifs parce que au moment où ils sont arrivés dans les camps, ils étaient quasiment tous dirigés vers les chambres à gaz. Il fallait entrer dans le camp pour qu'on vous récupère, on vous confisque vos objets. Ceux auxquels je me suis intéressée, donc qui sont la plupart de ce qui reste à Badar Olson, c'est ce qui concerne donc les déportés qui ont été mis au travail forcé et qui sont autour de Neuengamme, il y a beaucoup de la Gestapo de Hambourg, c'est plutôt ces coins-là que Auschwitz, que même Bergen-Belsen. Il y a beaucoup d'endroits où, d'abord les endroits qui ont été libérés par les Russes, il y a peu d'archives, c'est plutôt quand ça a été libéré par les Américains et les Anglais que les objets sont revenus. Le reste, c'est beaucoup plus compliqué, donc il y a beaucoup moins de choses. Et je voulais voir ce que c'était physiquement, ces objets. Donc, je suis allée à Bad Arolsen et Nathalie Letiers-Liebig, qui dirigeait à ce moment-là, aujourd'hui, elle a pris sa retraite, mais c'était quelqu'un d'absolument incroyable. Et elle s'est occupée, elle était l'interlocutrice française des gens qui demandaient des nouvelles, soit de leur famille, soit d'un proche, enfin, qui cherchaient à reconstituer le parcours d'un Français. Et elle m'a ouvert ces tiroirs, donc il reste à peu près 3000 objets, enfin il en restait à l'époque. Et en fait, c'est simplement des enveloppes, et vous sortez des enveloppes, une montre, un peigne cassé, des photos d'identité, des choses qui sont aujourd'hui, qui ont plus de 70 ans, donc qui sont le cuir asséché. Souvent, les montres sont cassées, arrêtées, les bijoux ont terni, mais c'est des espèces d'instantanés de vie fracassés. C'est le moment où vous êtes entré dans un camp dans un camp de déportés, le moment où on vous destinait à mourir, en gros, parce que c'était quand même un travail qui était particulièrement dur, qui était aucun nazi n'avait l'intention de vous laisser sortir. D'ailleurs, à ce moment-là, au moment où les Alliés sont arrivés, il y a eu les marches de la mort qui étaient le mot d'ordre de Himmler était on ne laisse pas de déportés derrière nous. Et j'ai vu ces objets. Nathalie m'a expliqué la manière dont il fallait retrouver tous ces propriétaires, ou en tout cas les familles de ces propriétaires, parce que finalement, ça n'appartient pas aux archives, ça appartient aux familles, et c'était une manière de ramener les gens chez eux. C'était expliqué comme ça, et c'était tout à fait clair en voyant ces objets abandonnés, mais abandonnés avec une espèce d'âme, de les voir comme ça, en plus manipulés avec précaution, avec des gants. Tout était fait pour respecter ce qu'avaient été ces objets et ce qu'ils avaient signifié à l'époque. Et on a discuté de la manière dont on cherchait des gens, parce qu'évidemment, c'est arrivé il y a 70 ans. Parfois, il reste sur l'enveloppe un numéro de déporté et un nom, mais à les retrouver, imaginons que ce déporté soit n'ait pas eu d'enfant, donc comment retrouver de la famille qui n'a pas forcément le même nom, ou qu'il ait eu des filles qui n'aient plus le même nom. Donc c'est vraiment un travail d'enquête, de remonter jusqu'au propriétaire, jusqu'à la famille de ces anciens déportés. Et j'ai trouvé que c'était absolument fascinant. D'abord le travail d'enquête, et puis la manière dont c'était reçu finalement par les familles. Un peu comme Jacques Vagenapel, c'est-à-dire au départ, vous recevez une lettre des archives à Rolsen, vous ne savez pas ce que c'est, vous voyez que c'est un organisme allemand qui vous annonce que on veut vous rendre une alliance qui a appartenu à votre grand-père ou à votre père ou à votre sœur. Et vous vous dites, mais c'est une mauvaise plaisanterie. Donc souvent, il n'y a pas de réponse, il faut insister. Et parfois, il faut envoyer 2, 3, parfois 4 courriers pour qu'on finisse par vous répondre. Souvent, les gens pensent que vous allez leur demander de l'argent, donc ils sont très méfiants. Et même quand ils ont répondu, elle m'a parlé de plusieurs cas où finalement les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas alors que c'est parce que c'est trop douloureux pour des tas de raisons. Et j'ai eu l'occasion de faire un déplacement avec un des enquêteurs, un des bénévoles enquêteurs. On s'est retrouvé chez le petit-neveu d'un déporté et qui nous a dit mais oui, c'est très très intéressant, formidable, qui était très ému d'ailleurs, qui nous a sorti des photos de sa famille et qui finalement n'a jamais donné de nouvelles. Il nous a assuré quand on est parti, oui, oui, je vais répondre à Nathalie, et qui a jamais donné de nouvelles.
Et j'ai un autre exemple de quelqu'un qui avait l'alliance de son père et il a mis 4 mois avant de la réclamer. Parce que souvent, enfin, ça vous replonge dans une histoire, alors que la plupart du temps, c'est des familles qui ont été dans un silence total. C'est quelque chose que j'ai pu observer enfin, chez la plupart des gens que j'ai interrogés. Leurs parents n'avaient rien dit. Donc, Et ils sont oui. revenus de déportation et c'est un moment de leur vie qui a pesé évidemment sur tout Mm. leur destin, mais qui a été marqué par le silence avec leurs enfants. Ce qui fait que souvent, vous avez des gens qui découvrent à la fois, comme Jacques Vagenapelle d'ailleurs, le passé de déportés de leur mère. Ils savaient évidemment qu'il y avait eu une déportation, mais ils ne savaient pas les dates de l'arrestation, les circonstances, pourquoi elle était revenue, comment elle était revenue, est-ce qu'elle avait eu le typhus, pas le typhus, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et tout ça, c'est des choses que j'ai pu découvrir et j'ai eu envie d'en faire un livre parce que finalement, un article, c'était pas assez. Et que je trouvais qu'il y avait tellement de choses à raconter que j'ai commencé un livre. Et c'est en commençant un livre que je me suis intéressée à ma propre famille, mais Oui, de manière finalement assez accessoire. À un moment, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas? et c'est Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, je savais absolument rien. et c'est justement ça, puisque de ce que vous dites et qui est tout à fait passionnant pour ce que vous dites, d'abord, je voudrais faire une remarque, c'est-à-dire que ce que vous nous parlez aujourd'hui, samedi 27, c'était le 79e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc, ben, là, vous êtes dans l'actualité, il y a une actualité hein, à votre présence aujourd'hui, et vous parlez des objets, et justement, il y a eu plusieurs reportages qui montraient, puis des articles, qui montraient qu'actuellement, on s'intéresse aux objets, en particulier aux chaussures des enfants, et qui sont manipulés, comme vous le dites, avec une très grande précaution pour essayer de trouver, eh bien, parfois il y a un nom, parfois il y a une date, il y a quelque chose pour essayer de trouver des propriétaires. Parce que là, vous parlez d'Arolsen, mais effectivement, on pense, en lisant votre livre, à tous ces objets que l'on peut voir lorsqu'on visite le Auschwitz, c'est-à-dire ce que les déportés appelaient le Canada. Enfin, Canada, je crois qu'il appelait le Canada parce que je crois qu'en polonais, Canada, ça voulait dire le Pérou. Hein. C'est-à-dire c'est le Pérou, il y a, L'endroit où tout a... Oui, oui, où on pouvait trouver des choses formidables, oui. donc, ce que vous dites là, je pense à un écho particulier en ce moment. Et puis, vous en venez à la question que j'allais vous poser. Vous parlez de ces objets, vous parlez du silence. Euh, il faut maintenant votre propre famille. D'ailleurs, votre livre, qui est un livre, je dirais, fait pour tout. Hein, vous mentionnez le cercle de généalogie, page 72. C'est très rare, nous vous en remercions. Et à la fin, vous présentez un arbre généalogique. Est-ce que Oui, vous pouvez nous parler un petit peu de votre famille, malgré alors le silence? en fait, j'ai fait ces arbres généalogiques parce que sinon, ça remonte parfois très loin et j'avais peur que les gens soient complètement perdus parce que, en plus, j'ai découvert votre existence par Véronique Dubois, qui a fait un travail absolument énorme de recherche généalogique et je trouvais que chaque personne finalement qu'elle avait réussi à identifier et à replacer dans cet arbre avait sa place. Et j'ai fait le mien parce que je me suis rendu compte que justement, je n'étais pas capable de savoir précisément qui était même le prénom de mon arrière-grand-père du côté de mon grand-père paternel, je ne le connaissais pas. Et finalement, à un moment, je me suis dit, mais qui est qui? Et ce qui est drôle, c'est que j'ai mis un moment avant de me rendre compte que le silence que je constatais dans toutes les familles, c'était exactement ce qu'il y avait eu chez moi. Je n'ai pas fait le lien tout de suite, ça a été... Enfin, c'est venu de manière très étrange parce que j'aurais dû me rendre compte tout de suite. Mais c'est comme s'il avait fallu toutes, à la fois ces années, parce qu'entre l'article et le livre, il y a eu quand même plusieurs années, et même le fait de rencontrer des gens qui me parlaient de leur histoire pour que j'arrive à la mienne. Et la mienne concerne en fait, mes deux arrière-grands-pères. L'arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, qui s'appelait Meyer Weissmann, a été arrêté euh, au moment de la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon, en février 1943. Il est allé à Drancy et de Drancy, il est parti pour... à ce moment-là, on pensait que c'était
il partait pour Majdanek, et en fait, il est allé directement à Sobibor. Et les convois qui allaient à Sobibor, il n'y avait pas de sélection, tout le monde allait à la chambre à gaz. Donc, il a été gazé dès son arrivée, ce que je ne savais absolument pas, puisque dans l'histoire familiale, mon arrière-grand-père était mort à Auschwitz et j'aurais été incapable de donner la moindre indication sur quoi que ce soit d'autre. Je raconte d'ailleurs que le procès Barbie, qui est le procès de la rafle de la rue Sainte-Catherine aussi, mais je suis passée complètement à côté parce que je n'ai pas fait le lien entre ma famille, l'arrestation de mon arrière-grand-père et le procès Barbie. Je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement, je n'ai jamais posé de questions à ma grand-mère, je n'ai jamais rien demandé et je ne savais rien. Je ne savais absolument rien. Quand j'ai découvert qu'il y avait eu des lettres écrites de Drancy par cet arrière-grand-père à l'une de ses filles, je suis tombée de l'armoire. C'est-à-dire que j'ai découvert soudain un personnage de chair, de sang, d'angoisse, d'incertitude. Et il faut quand même se dire qu'on découvre ça à 56 ans. C'est à la fois bouleversant, étonnant, tragique, parce que je suis passée à côté de l'histoire de ma famille pendant toutes ces années. Ma grand-mère a porté ça seule. Ça a pesé sur l'enfance de mon père et on n'en a rien su. Finalement, ce livre a été pour moi l'occasion de leur redonner une existence, parce que de mon arrière-grand-père, il reste évidemment rien, puisque comme il n'est pas entré dans le camp, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Il y a juste son nom sur la liste du convoi. Et c'est la dernière trace de vie qu'il en reste. Mais voilà, aujourd'hui, elle est dans un livre, elle est quelque part, cette trace de vie. Et pour moi, c'était très, très important. Et est-ce que, euh, mais ce qui peut un peu remédier à cela, parce que c'est de penser que votre histoire est celle de beaucoup. Et au cercle de généalogie, beaucoup, enfin, de nombreuses personnes, hein, beaucoup d'adhérents, deviennent adhérents justement parce qu'ils sont dans la même situation. Même Oui, et qui n'ont situation, pas. Oui, oui, bien sûr, mais je comprends. bien sûr. Oui, je comprends. Et là, je regarde dans l'arbre généalogique que vous proposez, l'arc Weissmann-Carlin. Carlin, il y a Pologne, votre donc arrière-grand-père, c'est Mayer, c'est ça? Oui, Mayer, Weissmann et Ida Jacob. Vous êtes vous, nés et, en et 1885, alors vous dites tous les deux, il et venait de Galicie. ils venaient de Galicie. Oui, Et avant, est-ce que vous savez? non, avant, je ne sais pas. Pour moi, ça commence avec l'histoire de son père, qui s'appelait Mendel. Hmm. Mais avant Mendel, non, je ne sais pas. Comme les- Encore une raison de venir, mais de venir vous voir. J'insiste, j'ai vraiment des sabots, 44 fillettes à peu près. Mais nous ferons pour vous. Et du côté de l'Ukraine, vous dites les villes de Minsk et Oui, Minsk-Kharkov, Lipman, Karlin et Frouma. Alors, Kesitsk, je ne sais pas comment on prononce. Là, c'est l'Ukraine. oui, c'est l'Ukraine, mais c'est vraiment à la frontière avec la Russie, ce qui fait que mon grand-père parlait russe et il se sentait plus russe que ukrainien. Et là, et donc une famille, là, je vois en Israël, donc vous devez avoir une partie de la famille en Israël à l'heure Oui, actuelle. alors Lippmann a été, ça aussi, ça a été une surprise parce que pour moi, il avait été déporté, mais il avait 71 ans et il est revenu. Donc je me suis dit, il n'a pas dû être déporté dans un camp de concentration, sinon il ne serait pas revenu. Et donc j'ai découvert grâce à Nathalie et aux archives Harolsen il a été arrêté au moment de la rupture du pacte germano-soviétique parce que lui avait refusé d'être naturalisé, ce qui fait qu'il était russe et donc il était considéré comme un ennemi. Ce qui fait qu'il a été arrêté et il a été envoyé dans un camp pour prisonniers russes. Et il a pu survivre. Il y a passé quelques années, puisqu'il a été arrêté en 43 et déporté en 43, et il est revenu. Et il y a une histoire absolument incroyable. Donc, apparemment, d'après dans la famille, il y a quelqu'un qui a fait des recherches et qui a trouvé qu'il avait une espèce d'aura sur tous les autres prisonniers qui protégeait. Il avait une espèce de résistance passive qui faisait qu'il était souvent mis en avant par les autres. Quand il y avait un problème, on disait on va envoyer Carlin. Et surtout, il s'est tenu à un calendrier hébraïque qu'il avait dans sa tête. Et quand il est revenu, il s'est rendu compte que le calendrier était exact.
et qu'il avait respecté tous les impératifs religieux auxquels il tenait beaucoup, de manière parfaitement exacte. Il est revenu, ils ont essayé, ils sont partis aux États-Unis parce qu'ils avaient un de leurs fils qui avait émigré aux États-Unis avant la guerre. Ça, je crois qu'ils ne se sont pas fait du tout à la vie aux États-Unis. Ils sont revenus et là, ils sont partis en Israël où l'une de leurs filles avait émigré après la guerre. Elle avait fait de la résistance, elle s'en est sortie et après la guerre, elle est partie en Israël où et Lipman et Frouma l'ont rejoint et sont morts là-bas. Ils sont enterrés en Israël et elle vit encore. Donc c'est une grande tante qui vit là-bas. Et donc là aussi, il serait intéressant d'aller plus loin dans le temps, ce qui à mon avis est possible, puisque il était né en 1871, donc il y a quand même encore tout à fait des archives possibles. Et euh, il vous parlait de l'arrestation de la rue Sainte-Catherine tout à Oui. l'heure, et l'une l'une des personnes qui regarde, je ne sais pas si je peux vous nommer, Martine, hein, je n'ose pas vous dire votre nom de famille parce que ça, c'est pas forcément que cela soit public, a écrit, ce serait bien d'ailleurs que vous soyez ensuite en contact, que son grand-oncle est nommé sur le mémorial de la rue Sainte-Catherine, mais il y a une autre personne qui a pris son identité parce qu'il a été raflé sous une fausse identité. Donc effectivement, les choses, non seulement parfois il y a du silence, on ne sait pas, mais les noms ne sont pas non plus les bons noms. Oui, bien sûr. Alors c'est comme ça que l'un des enquêteurs que j'ai suivi a eu du mal à retrouver l'une des personnes parce qu'il s'était fait, quand il est arrivé dans le camp, il a donné le nom de son père, il n'a pas donné son nom à lui. Comme il était résistant, il y a eu une fausse identité, ce qui effectivement facilite pas du tout les recherches. Et alors je me suis rendu compte à cette occasion, parce que là aussi, tout est arrivé et finalement, j'ai avancé vraiment pas à pas. Au départ, j'ai pensé que mon arrière-grand-père, Meyer Weissmann, il était là parce qu'il y avait l'union des institutions juives de France, je crois, le juif qui avait été installé rue Sainte-Catherine. Et je pensais qu'il venait là, voilà, pour. Ben, je ne savais pas bien pourquoi, en fait. Et il a fallu la commémoration et le discours de Serge Schlersfeld l'année dernière pour que je me rende compte qu'en fait, tous les gens qui venaient rue Sainte-Catherine dans ces locaux-là participaient à leur manière à aider des juifs qui étaient dans des situations encore plus périlleuses qu'eux. Parce qu'à ce moment-là, Barbie arrive à Lyon quelques semaines avant, mais il n'y a pas encore eu de rafle. Et ils aident tous les juifs qui arrivent de l'étranger, beaucoup, mon grand-père, mon arrière-grand-père allait chercher de l'argent, notamment qui était envoyé des États-Unis, et cet argent servait à aider à exfiltrer des Juifs qui étaient plus en danger qu'eux. Et finalement, chacun, à sa manière là-bas, était dans une forme de résistance, ou en tout cas d'aide active. Et personne n'était là par hasard le jour où il y a eu la rafle de la rue Sainte-Catherine. Personne n'était là, finalement, ne passait par là. Les Juifs qui venaient là, venaient dans un but actif d'aider, de participer et d'essayer de résister à leur manière. Et vous avez dit que vous avez suivi donc des enquêtes. Est-ce que vous pourriez nous raconter une des enquêtes, une ou deux? Alors, je suis partie avec un monsieur qui s'appelle Georges Sounier, qui est en Belgique, et qui on l'appelle Hercule Poirot parce c'est phénoménal. Donc, on est parti là, par exemple, ce matin-là, on cherchait une femme qui s'appelait Martine Obadia. Martine Obadia, elle n'est pas dans l'annuaire, donc il avait un peu écumé Internet, Georges, pour trouver un registre du commerce avec une Martine Obadia. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va essayer ça. Ce qui fait qu'on est arrivé quelque part, on ne savait absolument pas si c'était la bonne personne, on ne savait pas si c'était la bonne adresse. Il avait dans sa petite mallette les papiers des archives à Rolsen concernant le père de cette Martine Obadia. Donc on a sonné, on a vu une dame qui est arrivée, elle était un peu loin sur son perron parce que c'était une maison, elle nous a dit oui, c'est à quel sujet? Alors Georges lui a dit, est-ce que vous êtes Martine Obadia? Oui. Est-ce que vous êtes la fille de Ferdinand Zejma? Alors là, elle a eu un petit
un petit arrêt, parce que quand même, son père est décédé depuis un moment, et puis personne n'est jamais venu lui parler de son père. Donc elle a dit, mais oui, mais qu'est-ce que vous me voulez? Et Georges fait toujours comme ça, il lui a dit, j'ai une nouvelle assez incroyable pour vous, est-ce que vous voulez bien nous ouvrir? Parce que tout ça, on était derrière la porte. Elle est venue nous ouvrir et on lui a dit, ben voilà, on vient de la part du centre des archives à Rolsen et on a à vous remettre, en tout cas, on a les photos et on voudrait que vous les récupériez, une chevalière et une montre qui ont appartenu à votre père. Et là, elle nous a regardé comme si on arrivait vraiment de la Lune et elle nous a dit, je ne comprends pas bien ce que vous me dites. Donc, on a sorti les papiers, on lui a montré, on lui a dit, est-ce qu'on peut entrer? Elle nous a dit, oui, mais alors pas trop longtemps parce que je fais cuire mon gâteau. Et évidemment, elle a arrêté son gâteau et on a passé l'après-midi chez elle, mais c'était effectivement la fille de Ferdinand Zejma. Et Ferdinand nous a un peu raconté l'histoire de son père, qui a été arrêté parce qu'il s'était fait des faux papiers et qui s'est retrouvé à Neuengamme. Il a résisté à sa manière parce qu'il était dans une usine d'armement et il sabotait les pas de vis, ce qui empêchait évidemment les pièces qu'il fabriquait d'être utiles. Il a échappé au typhus en mangeant des épluchures de pommes de terre. Il a réussi à s'échapper au moment des marches de la mort. Il est revenu et il n'a jamais rien raconté, ce qui fait qu'elle savait qu'il avait été déporté, mais c'est tout. On lui a appris tout ce qui concernait la maladie, tout était dans les traces d'Arolsen, et on lui a montré surtout la chevalière et la montre, et elle s'est mise à pleurer. C'était très, très, très bouleversant. Et alors, Georges fait toujours comme ça. Euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec une autre enquêtrice qui, elle, préfère téléphoner, mais Georges, il se déplace, et il prend sa voiture et il va aux endroits où il peut trouver des gens. Parfois, ça donne rien, mais parfois ça donne ça. Et c'était un moment, je suis sortie de cet après-midi, c'était incroyable d'avoir cette femme qui regarde la montre de son père. Et on lui a demandé si elle voulait aller en Allemagne pour la récupérer. Elle a dit, je ne mettrai jamais un pied en Allemagne. Ça arrive souvent. Et je crois qu'elle a récupéré les objets. Elle devait les récupérer à Paris et puis il y a eu un problème de santé et je crois qu'on lui a envoyé. Beaucoup de gens ne veulent pas aller en Allemagne et d'autres, au contraire, disent qu'ils ont été élevés dans l'idée de la réconciliation et qu'aller en Allemagne sur le site de l'endroit où depuis 70 ans, enfin depuis tant d'années, on garde leurs objets, c'est très très important pour eux. Et il y a des cérémonies, enfin, il y avait des cérémonies organisées par Nathalie où elle vous montrait à la fois, il y avait la visite du site, les archives, le cérémonial des objets, et parfois des photos où elle les mettait dans une boîte, elle vous racontait un peu, elle essayait d'expliquer le parcours, à quoi correspondait telle fiche, parce que ce qui était absolument sidérant, c'est le nombre de fiches qu'il peut y avoir pour une personne qui entre dans un camp. Alors, vous avez une fiche d'identité, une fiche de santé, une fiche de mesure. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 ou 6 fiches par entrée, sachant que ces fiches, avec l'obsession bureaucratique qui était celle des nazis, vous suivaient parfois. C'est-à-dire que vous changiez de camp ou de commando de travail, tout vous suivait et de nouveau, il y avait 5 ou 6 fiches. Donc, il y a des gens aux archives, il peut y avoir jusqu'à 50 fiches. Et tout est noté. Vous avez la moindre maladie. J'ai vu des fiches qui comptabilisent le nombre de poux sur les têtes des déportés. Donc tout est noté. Vous avez parfois la chance d'avoir énormément de renseignements grâce à ça. Mais bien sûr, cela ne concerne que ceux qui n'étaient pas dans un camp d'extermination. C'est plutôt un camp de concentration. Et Oui, surtout ceux qui ont eu la chance de ne pas être gazés avant. exactement. Et d'être libérés par les Américains ou les Anglais ou les Français, mais pas par les Russes. Encore une fois, tout ce qui concerne les archives russes, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Et ça n'a même pas, on n'a même pas récupéré ça, par exemple, dans les faux. Non, c'est bon. Alors, il y a des choses qui ont été récupérées, notamment par Yad Vashem. Vous pouvez avoir accès à des archives russes, mais c'est plus compliqué. Et les archives à Rolsen sont encore une fois l'endroit où, par exemple, au moment où il fallait prouver pour avoir une indemnité que vous aviez été déporté, il fallait passer par les archives. C'est eux qui étaient en mesure de vous donner le nombre de mois, les lieux, tout ce qui concernait votre déportation, le camp de travail, tout était aux archives à Rolsen. Parce que là, je vois que euh,
une adhérente nous dit de regarder le fonds de Moscou, mais le fonds de Moscou, c'était des archives françaises que les soviétiques avaient déménagées. Alors là, il s'agit, je ne pense pas qu'on puisse trouver ça dans les fonds de Moscou, puisque le fonds de Moscou, c'est autre chose. Là, ce sont des archives purement soviétiques. Oui. Est-ce que vous auriez une autre histoire, avant qu'on vous pose des questions, une autre histoire à vous raconter? Une histoire dans l'histoire, entre passé et présent. C'est très impressionnant ce que vous nous dites. Et puis c'est un bon complément pour des recherches généalogiques. Parce qu'il y en a qui font des recherches à partir, c'est pas seulement des noms, c'est des noms, des vies, des objets. Alors peut-être l'histoire de Véronique Dubois, parce qu'elle est encore une fois, ce travail de recherche est impressionnant, même s'il n'y a pas de restitution. C'est vraiment les archives et son travail qui ont fait qu'elle a réussi à retrouver quasiment toute sa famille, alors elle partait quasiment de rien, puisque elle avait le nom de son père, mais elle et sa sœur, ils les avaient reconnus, mais ils vivaient en Angleterre. Et pendant longtemps, elle ne savait absolument pas qui c'était. Et elle a commencé, alors un petit peu quand elle est arrivée à la fin de l'adolescence, mais surtout au moment où sa sœur a eu un enfant, elle s'est dit, il faut absolument que cet enfant sache d'où il vient. Et c'est elle qui a fait les recherches. Donc elle a retrouvé des traces de son père, qui s'appelait Walter Stern et qui a émigré, qui a quitté l'Allemagne. Il venait de Stuttgart. Il a quitté l'Allemagne en 1936 avec son fils aîné. Ils ont été à Londres, ils ont participé, enfin en Angleterre, ils ont participé à l'effort de guerre avec une usine d'électricité. En 1939, la mère de Walter Stern, qui était donc la grand-mère de Véronique, a dû vendre la maison de Stuttgart et, parce qu'elle menaçait elle était sur les listes de déportation, donc elle est arrivée à Londres pour vivre avec son fils. Et ceux qui sont restés en Allemagne, ils ont une histoire assez terrible parce qu'il y a donc Walter, qui était le père de Véronique, avait une sœur qui s'appelait Edith. Edith a réussi elle a été mariée à un avocat qui s'appelait aussi Walter Katz. Elle a eu 2 enfants avec lui, dont un qui s'appelait Erich, qui était handicapé et qui était dans une institution, et un deuxième fils qui s'appelait Werner. Edith a réussi à s'enfuir aux États-Unis. Werner l'a rejoint, donc son deuxième fils, mais comme l'un des Erich était dans une institution, il n'a pas pu partir. Il a échappé à ce qu'on a appelé l'action T4, qui était la manière dont tous les déficients mentaux ont été euthanasiés par les nazis. En revanche, il a été déporté, je crois que c'est à Treblinka, si mes souvenirs sont bons, il est mort à Treblinka, et son père, qui était resté pour s'occuper de lui, a été déporté quelques mois après. Quand Edith a appris ça, elle s'est suicidée aux États-Unis. Et son fils Werner, qui avait 18 ans, s'est engagé dans l'armée pour participer au débarquement et à la libération, et lui s'est suicidé dans les Ardennes après la libération, et il est l'un des plus jeunes, je crois, qui est un des plus jeunes soldats. Il est aujourd'hui dans un cimetière dans les Ardennes. Et Véronique a réussi donc déjà à reconstituer toute cette histoire, et elle a fait poser elle a retrouvé la maison à Stuttgart, et elle a fait poser devant cette maison ce qu'on appelle des pavés de mémoire, qui sont l'œuvre d'un artiste qui, depuis 1992, aux endroits comme ça où on peut identifier une personne qui a été déportée ou qui est morte assassinée, c'est des espèces de pavés qu'on met dans le sol, une plaque en laiton, je crois, ou une plaque qu'on installe avec le nom, les dates et le moment de l'arrestation ou de la déportation, et on met assassiné. Et elle a réussi à faire poser tous ces pavés de mémoire, d'une part pour sa famille devant la maison. Elle l'a fait pour le mari d'Edith qui était avocat à l'endroit où il enseignait, et pour la sœur de sa grand-mère qui, elle aussi, a été euthanasiée au moment de l'action T4 parce qu'elle était dans un centre, elle était complètement dépressive et elle était internée. Ce qui fait que grâce à Véronique et grâce à vous, puisqu'elle a beaucoup travaillé avec le centre de généalogie, finalement, il reste une trace quelque part de ces gens qui, sans elle, auraient complètement disparu. Et j'ai vu des photos, elle est retournée dans cette maison et ils ont sonné pour dire, bah voilà, c'était notre maison. Et
on aimerait bien que vous participiez à la cérémonie. Donc, ils sont sortis. Et c'était encore la famille de la personne qui avait racheté la maison, qui l'avait rachetée à un prix totalement dérisoire. Encore une fois, c'est la même chose que les spoliations d'œuvres d'art. C'est-à-dire que Émilie Stern, il fallait qu'elle parte. Donc, elle a vendu ça au prix qu'on lui en a donné. Et ben, c'est toujours la famille de cet homme qui est là. Je crois que le fils n'est pas sorti, mais que les autres sont venus et ont participé à la cérémonie. Je vous entends